Oliver Twist, chapitre 3. Oliver fait de brillants débuts dans sa nouvelle profession, puis surprend singulièrement son monde. Abandonné à lui-même dans la boutique du croque-mort, Oliver posa sa lampe et regarda autour de lui avec un sentiment de peur et de malaise que même des gens plus âgés sont en mesure de comprendre. Un cercueil inachevé était posé sur des tréteaux noirs, au milieu du magasin. Il était si triste d'aspect que l'enfant frissonnait chaque fois que ses regards se portaient du côté de cet objet lugubre. Il s'attendait presque à y voir une forme effrayante soulever doucement sa tête pour le faire mourir de frayeur. Le long de la muraille était rangée une longue série de planches d'ormes, toutes de la même forme. Dans la pénombre, elles semblaient autant de spectres aux larges épaules, avec les mains dans les poches de leurs pantalons. La boutique était close et tiède. L'atmosphère semblait chargée de l'odeur des cercueils. Le réduit sous le comptoir lui-même, où était placée une paillasse à l'intention d'Oliver, avait des allures de tombeau. Le lendemain matin, Oliver fut éveillé par le bruit d'un grand coup de pied appliqué dans la porte de la boutique. Coup de pied qui, avant qu'il ait eu le temps d'enfiler ses vêtements, fut répété environ 25 fois. Quand il commença à défaire les chaînes de la porte, les jambes se turent pour faire place à une voix. « Ouvre cette porte, tu veux ?» Tout de suite, « Monsieur, » dit Oliver en faisant tourner la clé. « Je suppose que t'es le nouvel Harpette, c'est ça ?» demanda la voix par le trou de la serrure. « Oui, monsieur. »« Alors t'auras une baffe quand je serai dedans, » dit la voix. Puis, la voix ne dit plus rien. Tout le temps qu'il tira les verrous, Oliver n'entendit plus qu'un sifflotis. Il ouvrit la porte, regarda dans la rue, et pendant une seconde ou deux, il eut l'impression que celui qui venait de s'adresser à lui était parti. En effet, il eut beau regarder à droite et à gauche, il ne vit qu'un gros garçon qui mangeait une tartine de beurre, assis sur un poteau devant la maison. « Excusez-moi, » lui demanda Oliver, qui, décidément, n'apercevait personne d'autre. « Est-ce vous qui avez frappé ?»« Avec le pied, oui, » dit le garçon. « Vous voulez acheter un cercueil ?» demanda Oliver innocemment. Le gros garçon lui lança un regard féroce et lui dit qu'il allait s'en en prendre une s'il continuait de faire le mariole avec ses supérieurs. « Tu sais pas qui je suis, je suppose ?»« Non, monsieur, » approuva Oliver. « Je suis monsieur Noé Claypole et je suis ton supérieur hiérarchique. Enlève vite les volets, espèce de feignasse. » Là-dessus, il gifla Oliver et entra dans la boutique avec toute la dignité que peut avoir un gros lourdeau affublé d'une grosse tête, de deux petits yeux, d'un nez rouge et d'un pantalon court jaune canari. M. Sowerberry descendit un peu plus tard et envoya les garçons à la cuisine pour le petit déjeuner. « Toi, le nouveau, » dit Charlotte en le voyant paraître. « Voilà ton thé. Pose-toi sur la chaise, là, pour le boire. Mais fais vinaigre, hein, parce qu'ils t'attendent pour garder la boutique. T'as entendu, Minus ? Grouille-toi, sinon... » « Bon Dieu, Noé, pourquoi que tu le laisses pas tranquille ?»« Le laisser tranquille ? Ben, tout le monde le laisse tranquille, surtout son père et sa mère, qui lui fichent une paix royale. »« Ce que t'es vachard, Noé !» s'exclama Charlotte avant de partir d'un grand éclat de rire, que Noé s'empressa d'imiter. Noé Claypole était un enfant assisté, mais pas un orphelin du dépôt. Il n'était pas un fruit du hasard, puisqu'il pouvait faire remonter son ascendance jusqu'à ses parents, sa mère, qui était blanchisseuse, et son père, un soldat retraité, doublé d'un ivrogne patenté, qui avait une jambe de bois et 2 pences et demie de pension par jour. Les apprentis des boutiques voisines avaient l'habitude de traiter Noé de caritatif ou d'œuvre pieuse. Il avait toujours encaissé sans broncher, mais à présent que le sort avait mis sur son chemin un orphelin sans aucune défense, il était décidé à se dédommager sur lui, et avec usure.
Au terme d'un mois d'essai, Oliver devint officiellement apprenti. À cette occasion, M. Sowerberry, alors qu'il dînait avec Mme Sowerberry dans la petite pièce de derrière, commença « Ma chère ». Le regard hargneux de Mme Sowerberry le coupa net. Il y eut un silence, puis « Quoi ?» demanda-t-elle sèchement. « Rien, dit-il. C'est ça. Ne me dis pas ce que tu voulais dire. Espèce de brute. Garde tes secrets pour toi. » Elle eut un rire hystérique qui terrorisa M. Sowerberry. « Mais non, annonça-t-il, j'ai cru... Je voulais te demander ton avis. »« À moi, penses-tu ? Je ne t'écoute même pas, » dit Mme Sowerberry, qui brûlait néanmoins d'entendre la suite. « C'est à propos d'Oliver. Il a sur le visage une expression de tristesse très intéressante. J'ai envie d'en faire un muet. » Mme Sowerberry lui lança un regard plein de surprise, qui le poussa à poursuivre sans qu'elle ait le temps d'exprimer le fond de sa pensée. « Pas un muet pour accompagner les convois de grandes personnes, non, un muet spécialiste dans ceux d'enfants. Ce serait une grande nouveauté d'avoir un muet de l'âge de notre clientèle infantile. L'effet serait des plus réussis. » Madame Sowerberry avait beaucoup de goût dans le sens où la profession de croque-mort entend ce mot. Elle trouva qu'en effet, l'idée était nouvelle, mais le reconnaître aurait compromis sa dignité. Aussi se contenta-t-elle de demander comment il se faisait qu'il ne l'ait pas eu plus tôt, ce qu'il considéra comme un accord de sa part. La saison qui suivit fut agréablement insalubre, et selon la formule commerciale consacrée, le cercueil donna. Si bien que le succès de l'idée de M. Sowerberry dépassa ses espérances. Les habitants les plus âgés ne se rappelaient pas, en effet, une période où la rougeole ait été aussi fréquente et aussi fatale aux existences juvéniles. Nombreux furent donc les cortèges à la tête desquels marcha le jeune Oliver, avec un crêpe qui lui descendait jusqu'aux genoux, et en suscitant l'admiration de toutes les mères de la ville. Noé Claypole fut vite jaloux de voir que le petit nouveau paradait avec un chapeau décoré d'une crêpe et un bâton noir, tandis que lui, l'ancien, restait à la boutique, entre cercueil et linceul. Du coup, les mauvais traitements qu'il infligeait à Oliver ne cessaient d'empirer. Charlotte le maltraitait aussi, pour imiter Noé, et Madame Sowerberry était son ennemie, parce que son mari le traitait amicalement. Pendant plusieurs mois pourtant, Oliver supporta. Mais un jour, les deux garçons étaient descendus à la cuisine pour banqueter d'un os de mouton quand Charlotte dut s'absenter pour passer le temps. Noé ne trouva de mieux que de tourmenter son jeune collègue. Il posa les pieds sur la table, lui tira les cheveux, lui tordit l'oreille, affirma qu'il était un petit cafard et qu'il viendrait le voir se faire pendre n'importe où que cet agréable événement ait lieu. Il essaya tout pour le faire pleurer, mais en vain. Alors, décidé à parvenir à son but, malgré tout, il descenda finement. « Et le dépôt, comment qu'elle va, ta mère ?»« Elle est morte, dit Oliver. Ne m'en parle pas, je te prie. » Oliver rougit en disant cela. Voyant que sa bouche et ses narines se contractaient, Noé crut qu'il s'agissait d'un signe précurseur d'une crise de larmes. Il revint à la charge. « Et de quoi qu'elle est morte, ta mère ?»« D'un cœur brisé, à ce qu'on m'a dit. Je crois que je sais ce que ça signifie, de mourir de ça. »« Revoici les fontaines. Qu'est-ce qui te fait chialer à présent ?»« Pas toi, en tout cas, » répliqua Oliver. « Et puis, ça suffit. Ne me parle plus de ma mère. »« Ah non, fais pas ton malin. Ta mère, c'était un sacré numéro. » Et il retroussa autant qu'il le pouvait son petit nez. « Tu vois, continua-t-il, sur un ton de fausse compassion.
Vaut mieux que tu saches que ta mère, c'était une sacrée coureuse. » « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Que c'était une coureuse. Vaut mieux qu'elle soit morte. » »« Quand elle est morte. Sinon, elle aurait fini en prison, ou même pendue. » Rouge de fureur, Oliver saisit Noé à la gorge et le secoua avec toute l'énergie de sa rage. Puis, rassemblant toutes ses forces pour lui donner un seul coup, il l'allongea par terre. « Charlotte, madame !» hurlait Noé. « Le petit nouveau est en train de me tuer. Au secours! Oliver est devenu fou. Charlotte !» Aux appels de Noé répondit un cri de Charlotte et un autre de madame Sowerberry, la première se précipitant dans la cuisine depuis la cave voisine, tandis que la seconde arrivait par l'escalier. « Espèce de scélérat !» s'écria Charlotte, en saisissant Oliver de toutes ses forces, qui étaient celles d'un homme moyen. « Petit ingrat, voyou !» Elle ponctuait chacune des syllabes qu'elle prononçait, d'un coup de poing appliqué avec tout son cœur, craignant que ce poing, qui n'était pourtant pas léger, ne suffise pas à calmer Oliver. Madame Sowerberry vient lui porter assistance, en empoignant le garçon d'une main et en lui labourant le visage de l'autre. Dans cette situation désormais plus favorable, Noé se releva et le bourra de coups par derrière. Cet exercice était toutefois trop violent pour durer longtemps. Quand ils furent fatigués et qu'ils ne purent plus ni taper ni griffer, ils traînèrent Oliver dans la cave et ils l'enfermèrent à clé, alors qu'il continuait de crier et de se débattre sans se résigner. Ceci fait, madame Sowerberry s'effondra sur une chaise. « Oh, Charlotte, dit-elle en sanglotant, quelle chance nous avons eue de ne pas être tous assassinés dans notre lit. »« Que oui, on a de la chance, man. Ça apprendra à monsieur à plus prendre ces créatures nées pour être des assassins dès le berceau. Pauvre Noé, il était mort quand je suis revenue dans la cuisine. » Noé, dont le bouton supérieur du gilet se situait au niveau du sommet de son crâne, au sommet du crâne d'Oliver, s'essuyait le front pendant qu'on déversait toute cette compassion sur lui et persistait à sangloter de son mieux. « Qu'allons-nous faire ?» gémit madame Sowerberry. « Votre maître est sorti, et d'ici moins de 10 minutes, il aura enfoncé la porte. » Les violents coups de pied d'Oliver, qui ébranlaient la porte de la cave, rendaient cette hypothèse hautement vraisemblable. « Je sais pas, maman, dit Charlotte. Si qu'on faisait venir la police ?»« Non, dit madame Sowerberry. Allez plutôt trouver monsieur Bumble, Noé, et dites-lui de venir ici sans perdre un instant. » Noé Claypole courut le plus vite qu'il put jusqu'à la porte du dépôt de mendicité. « Monsieur Bumble, se mit-il à crier dès qu'on lui ouvrit, et ce d'une voix si forte et si pitoyable que non seulement le bedeau l'entendit, mais même qu'elle parvint à l'inquiéter. Il arriva au pas de course. « Monsieur Bumble, gémit Noé, dès qu'il le vit. C'est Oliver qui... »« Il s'est sauvé ?» dit le bedeau. « Ne me dis pas qu'il s'est sauvé. »« Non pas, monsieur, mais il s'est mis à être méchant. Il a voulu m'assassiner. Et puis, il a essayé d'assassiner Charlotte aussi. Et puis, madame, j'ai eu mal, monsieur. Et quel trou j'ai eu aussi. » Et comme le bedeau demeurait sans réaction, il insista. « S'il vous plaît, dame voudrait que vous veniez pour le calmer. Mais il faut faire vite, sinon il va les égorger toutes les deux. » Et madame Sowerberry et monsieur Sowerberry, il l'aurait bien assassiné lui aussi, mais il est absent de la maison. Dans ce cas, dit monsieur Bumble, en rajustant son tricorne, que sa précipitation avait légèrement fait glisser sur le côté, « je t'accompagne. »
Quand le bedeau et Noé arrivèrent à la boutique du croque-mort, la situation ne s'était pas améliorée. M. Sowerberry n'était pas rentré, et les coups qu'Oliver a sonnés à la porte étaient toujours aussi résolus. Les récits de son comportement féroce que firent Charlotte et Mme Sowerberry étaient tellement inquiétants que M. Bumble jugea préférable de parlementer par le trou de la serrure. « Oliver, est-ce que tu reconnais ma voix ?»« Oui, » répondit Oliver. « Et tu n'as pas peur quand je te parle ?»« Non, » répondit hardiment Oliver. Cette réponse si différente de celle qu'il attendait ne stupéfia pas qu'un peu le bedeau. Il s'écarta du trou de la serrure, se redressa de toute sa dignité et regarda les autres avec un air de grande perplexité. « Il faut qu'il soit devenu fou, » dit Madame Sowerberry. « Ce n'est pas de la folie, chère madame, » dit M. Bumble, avec toute la pompe dont il était capable. « C'est la viande. »« La viande ? » ?»« Oui, ma bonne dame. Vous l'avez trop bien nourri. Vous avez en quelque sorte insufflé en lui une personnalité artificielle. Si vous l'aviez laissé au gruyot, vous n'auriez pas eu ces ennuis. »« Dieu du ciel !» gémit Mme Sowerberry, en levant les yeux vers le plafond de la cuisine. « Voilà où ça mène d'être trop bonne. » Quand la dame ramena son regard sur la terre, le bedeau poursuivit. « La seule chose à faire, c'est de le garder dans la cave, le temps qu'il ait faim, à nouveau. Et alors, vous pourrez le relâcher. Gardez-le ensuite au gruau, tout le temps de son apprentissage. » M. Sowerberry entra sur un entrefaite. Lorsqu'on lui eut expliqué la faute d'Oliver, avec toute l'exagération imaginable, il ouvrit la porte de la cave et en extirpa Oliver, en le tenant par le collet. Dans la bagarre, les vêtements du garçon s'étaient déchirés. Il avait du sang sur le visage et les cheveux en bataille. Mais sa colère n'était pas tombée, et il lança à Noé un regard qui mêlait la haine et le mépris. « Et maintenant, tu vas être gentil ?» lui dit M. Sowerberry, en lui donnant une tape sur l'oreille. « Il a insulté ma mère. »« Quand bien même il l'a fait, espèce de petit ingrat, » dit Mme Sowerberry. « Il n'en est pas dit assez. Elle mériterait pire. »« Non, » dit l'enfant, « vous mentez. » Mme Sowerberry fondit en larmes. Ces larmes ne laissèrent pas le choix au mari. S'il était encore hésité à punir Oliver sévèrement, il est clair qu'il aurait eu une brute, un mari dénaturé, une imitation d'homme. Pour être juste avec lui, il faut dire qu'il était bien disposé envers le garçon. Mais les larmes ne lui laissaient pas d'alternative. Il administra à Oliver une raclée telle que Mme Sowerberry elle-même s'en montra satisfaite. Après quoi, il fut enfermé dans l'arrière-cuisine, au pain sec et à l'eau, tout le reste de la journée. Le soir venu, on lui permit de remonter pour gagner son lit. Tout le jour habité par une fierté nouvelle, Oliver avait retenu ses larmes et n'avait pas crié quand on s'était acharné sur lui. Mais quand il fut seul, dans le petit réduit, sous le comptoir, sans personne qui puisse le voir, il se laissa aller et pleura toutes les larmes de son corps. Ensuite, il demeura un long moment prostré sur sa paillasse. La chandelle était devenue minuscule. Alors, il se leva, tira les verrous, ouvrit la porte et regarda dehors. C'était une nuit froide et sombre. Les étoiles semblaient plus loin de la terre que jamais. Il referma, profita de ce qu'il restait des chandelles pour rassembler ses maigres affaires, s'assit sur un banc, attendit qu'un rayon de lumière passe entre les fentes des volets. Puis, il ouvrit de nouveau la porte. Un regard timide à l'extérieur, un moment
moment d'hésitation, et il était dehors, dans la rue.